Bonsoir la VOD. Alors, ce soir, on continue notre refactorisation, mono-repoisation. Donc l'idée, c'est de continuer les tâches qu'on a commencées hier, qui sont donc de coder à peu près juste ce qu'il faut, les bouts de conteneurs nécessaires pour faire les choses proprement. Donc, sans plus attendre, on passe sur la scène. Donc, l'idée de ce soir est de coder les conteneurs nécessaires au bon fonctionnement de l'intégration continue. Donc, c'est Renovate et Semantic Release. On va les coder simplement, sans fioriture. Salut Niliam! Fioriture. Et on les refactorera une fois qu'on aura retrouvé tous nos outils de CI. Voilà. Hop, des fautes. Non, pas refacturera, juste refactorera. On aura, hop, comme ça, Medium est content. Bon. Donc voilà, l'idée de ce soir. Donc hier, on a fait ça. Ah, attendez, j'ai oublié le pointeur. Voilà, c'est mieux. Donc hier, on a fait ça. Et donc on va continuer avec Semantic Release et son profil inspect correspondant. Puis ensuite Renovate et son profil inspect. Et ensuite on passe les presets, les template update pour Renovate, etc. Voilà. Donc on commence sans plus attendre. On va faire Semantic Release. Donc c'est dans conteneur copain de CI, c'est celui-là. Alors, vous voyez, il y a Renovate ici que je voudrais vider parce qu'en fait, il correspond plus à cette unité logique de collection en cible qui est le copain de Dev Factory. Parce que Renovate, c'est un bot qui tourne en permanence, qui est une sorte de sidecar, de conteneur sidecar de Gitee, notre gestionnaire de code. Alors que les outils qui sont ici, c'est des outils qui tournent une seule fois pour exécuter un test ou exécuter une étape dans l'intégration continue. Donc leur structure n'est pas la même et leur cycle de vie n'est pas le même. Donc c'est pour ça que Renovate, je vais le faire basculer de l'autre côté. Alors, Semantic Release. Donc Semantic Release, sa base, c'est du JavaScript. Et donc pour ça, je vais m'appuyer sur plusieurs choses. Déjà, est-ce que les requirements sont bons? Alors. On va mettre ici en cible environments, qui est donc la collection dépendante. Elle est à 1.3.6 et ici c'est à 1.3.5. Donc on a une version de retard. Bon. Ensuite, on va faire notre playbook spécial Semantic Release. Mais pour ça, alors est-ce qu'on l'organise dès maintenant ou pas? Ouais, je pense qu'il faudrait l'organiser dès maintenant. On va pas essayer de le faire trop salement non plus. Pour ça, on va créer des rôles en cible qui nous permettront de faire les conteneurs proprement. Donc, en gros, on a un conteneur à faire qui est le post install, donc en fait la reprise de ce playbook. En rôle, oui. Conteneur en cible, en conteneur donc Docker, quoi, en rôle en cible, ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, on fait tourner nos rôles en cible dans un environnement conteneurisé et on commit le résultat et ça donne notre conteneur. Ça permet de rendre les bouts de conteneur beaucoup plus modulables. Donc, on va faire un dossier tasks. Là aussi. Et là aussi. Dedans, on va faire le main. Ici aussi. Et ici aussi. Non, si, en fait, le playbook crée le conteneur de base et ensuite, il appelle des rôles, alors donc l'appel de dépendance d'un cible, pour constituer le contenu du conteneur, donc la structure du conteneur. Voilà. Et donc, au bout du bout, en faisant tourner un playbook, on a à la fin comme artefact un conteneur. Donc ça remplace du Dockerfile en fait. Mais c'est beaucoup plus modulaire que du Dockerfile. Et c'est beaucoup plus lisible. Alors, notre conteneur, on va faire notre conteneur pré. Donc c'est celui qui va tourner avant, qui fait les commandes de préinstall. Donc lui en gros, l'idée c'est qu'il fasse tourner toutes ces tâches qui consistent à créer le conteneur calque de base et à lui mettre Python dedans. Parce que en cible a besoin de Python. L'indentation, c'est toujours important. Voilà. Donc, c'est les étapes. Donc, celle-là, elle consiste à construire le conteneur de base, le calque de base, l'ajouter dans l'inventaire. Une fois qu'il est ajouté dans l'inventaire, c'est faire update apt et tout ça pour installer Python. Et après, on peut partir sur le provisioning du rôle. Voilà. Donc, ce rôle, il a des variables par défaut qui sont définies ici. Donc, on va faire un dossier defaults. Quoi registre? Qu'est-ce que tu appelles le registre? Alors, le dossier default, il serait mieux ici, et les autres l'appelleraient. Ça, je sais pas encore si on peut, par exemple, inclure des fichiers de variables ajout dans l'inventaire. Qu'est-ce qu'il y a? Ajout dans l'inventaire. Non, en fait, ce qu'on appelle l'inventaire, là, c'est l'inventaire en cible. C'est pas le registre du Docker Hub. C'est en fait le host dans cible. Parce que là, on le génère, donc il n'est pas présent dans le host. Et donc là, on l'ajoute dans le fichier host dans cible. Et donc à partir de là, les étapes suivantes peuvent y accéder. C'est dans ce sens-là l'ajout dans l'inventaire. Alors,
On a notre... ouais. Oui, c'est une façon pas courante de construire des conteneurs, je le conçois. Il y a un outil qui s'appelle Ansible Bender qui fait très bien les choses. Petit à petit, on va migrer vers lui. Mais comme j'ai dit, là, j'essaye de faire rapidement pour retrouver les outils de base, et ensuite, je vais faire la migration. Donc Ansible Bender, Podman, etc. Donc, les paramètres par défaut, c'est cela. Voilà. Ceux-là, ils sont... Je crois qu'ils ne sont pas utilisés de toute façon dans ces tâches-là. Mais ils vont être utilisés dans l'étape conclusive. Donc, il faut le mettre, mais pas à 1000 fixé comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner la possibilité que le UID et le GID soient override par la personne, par le projet, quoi, par le playbook. Donc pour faire ça, on va faire copain container project UID et on va mettre son default, c'est-à-dire s'il n'en produit pas, ça sera 1000. Salut Maxer. 1000. Alors, dis-moi, tu peux m'indiquer si tu te connais en force brute? Je suis bloqué dans un CTF ou un cours et je ne sais pas comment faire l'algorithme. Si ça te dérange pas, merci. Ça fait longtemps que je fais plus ça, Max. Donc, je suis désolé. Ça fait longtemps que j'ai switché sur la Red Team. D'ailleurs, j'ai jamais été trop Red Team. J'étais toujours plus Blue Team. Et donc, je suis désolé, je peux pas trop t'aider. Désolé. Mais bienvenue, Max. Malgré tout. Alors. Mais de rien. Bon, ici, on fait du DevOps. On fait pas tellement la cybersécurité, c'est par rapport au DevOps. C'est du DevSecOps dans le sens où on automatise nos tests de sécurité, etc. On ne fait pas du pentesting ici. On ne fait pas des tests de pénétration. Alors. Donc on a nos defaults ici. Donc, je pense qu'on est bon. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir rappeler ce fichier defaults main pour faire les defaults ici aussi. Et donc pour ça, on va aller sur la doc Ansible. Ansible. Tool. Var. File. Inside. Another. Var. File. Ah, il n'y a pas d'include statement. Ah. Alors. La question se pose alors, parce qu'on va pas copier-coller 3 fois ce fichier-là. Donc comment on peut s'y prendre? Et merci pour le follow, hein, Max.
fait, il y a plusieurs façons de faire. Soit on essaye on essaye de voir comment inclure les variables dans les 3 rôles, soit on fait un seul rôle avec un G de paramètres qui permet de switcher entre la partie post, la partie main et la partie pré. Et je me pose la question si on va pas plutôt faire ça. Alors, en cible, playbook, run, roll, multiple times. On pourrait faire ça. Je pense qu'on va faire ça. Donc, l'idée, c'est qu'on ramène dans conteneur, dans le rôle conteneur, un fichier qui s'appelle pre.yml et un fichier qui s'appelle post.yml. Pre, ça va être ce contenu-là. Et post, ça va être le contenu que je vais vous montrer plus tard. Alors déjà, on va sauver ça. Donc fit conteneur role. Bon. Du coup, on va effacer post et pré et garder que conteneur. Donc c'est déjà plus clair. Et dans main, on va appeler de façon conditionnelle, conditionnellement, les deux autres fichiers post et pré. Alors, pour les appeler de façon conditionnelle, on va se baser sur la syntaxe qu'on utilise pour tous nos rôles, qui est donc de faire un include. Include pré, include post, et on va faire when copaint conteneur pré phase voilà, et copain de conteneur post-phase. Donc, on va faire une petite description. Tasks used to create the base layer and add Python init. Voilà. Et le post, c'est tasks used to commit the resulting container. Voilà. Et donc, notre main, ça va être notre hub qui va permettre de choisir entre ces deux fichiers, plus un troisième, qui est donc pré, post, during. During.yml, qui donc lui aura pour la charge de faire toutes les modifications au sein du conteneur propres à la conteneurisation. Donc, on va garder l'ordre en le mettant là ici. Ah, j'ai mis un petit T. Je vais mettre un grand T. Test used to create containerized
adaptations of the system. Je pense que c'est bon ça. During. Et ça va être note. Et la syntaxe end, elle est pas mal. C'est une liste simple. Alors que la syntaxe OR, elle est plus compliquée, hein, mais la syntaxe end, elle est facile. Elle est lisible. Et on va les mettre dans l'ordre, c'est-à-dire pré, avant, post. Voilà. Voilà. Bon, on a notre conteneur. Il a ses paramètres par défaut. Et il a ces 3 fichiers avec le main qui fait hub pour appeler les fichiers suivant l'étape du processus. On a notre fichier pré qui est rempli. Post maintenant. Donc post, c'est post install ici. Donc, post, ce qu'il fait, c'est qu'il enlève l'environnement Python si le système ne nécessite pas Python. Si on provisionne un conteneur avec un process à Python, il ne faut pas l'enlever. Mais si on provisionne le conteneur avec un process, je sais pas moi, JavaScript, il n'y a plus besoin de Python une fois qu'en cible est passé. Donc on l'enlève. Pour réduire la taille du conteneur. On clean les logs aussi, ça réduit la taille du conteneur. Et on commit. Et enfin, on détruit le conteneur qui ne sert plus à rien, vu que maintenant c'est une image. Voilà. Bon, on a notre pré, on a notre post, on va faire notre during, qui est la nouveauté. Donc, during, il a plusieurs choses. Il a un entry point à mettre. Il a la syntaxe XDG base directory à mettre en place si le conteneur ne tourne pas en route. Et un conteneur en général ne tourne jamais en route. Donc c'est ça qu'on va faire. Du coup, de ce côté-là, ces fichiers, ils sont inutiles. Le var ici, il est inutile. Et le post install, attendez, j'ai tapé à côté, voilà. Post install et le pré-install sont inutiles. Parce que vous comprenez bien que maintenant, on va les appeler à travers la collection et les appels au conteneur. Bon. Donc, déjà, première étape. Donc, je vais reprendre binaries. Parce que jusqu'à présent, on se servait de binaries pour stocker notre entry point. Et la question que je me pose... Donc, c'est celle-là, mais je pense qu'on va devoir faire deux choix s'il y a user mode et s'il n'y a pas user mode. Du coup, je pense qu'il faudrait faire un during root et un during user. Pour garder les syntaxes, on va faire user mode et root mode. Et on va faire comme ça. Donc l'idée, c'est d'avoir deux façons de provisionner le conteneur. Une façon si on le fait tourner en route, ce qu'on fait quasiment jamais, mais malheureusement,
Parfois, il faut le faire, comme par exemple pour les conteneurs qui contiennent des environnements de développement. Et quand on le fait en tourner en user, c'est-à-dire les conteneurs prêts pour la prod, donc sans sudo et tout ça, qui tournent vraiment en user. Et donc, on va s'appuyer sur les syntaxes qu'on a pour les autres rôles d'environnement. On va répéter ces syntaxes. Donc, on a include user mode. Quand on ne tourne pas en route. Vous me suivez tous? Vous avez des questions? Profitez-en, hein, c'est un stream. C'est interactif. Voilà. Et route mode. Voilà. Donc, première étape, c'est le template de l'entry point. Donc l'entry point, ça sera le point d'entrée de nos conteneurs. Donc, si c'est en user mode, il est dans le répertoire home bin. Alors, je regardais à nouveau la XDG Base Directory pour voir s'ils ont prévu ça, parce que la dernière fois que j'ai vu ça, ils n'avaient pas trop prévu le cas de binaire. On va voir. Alors. Binaries. Config home, cache, data, runtime. Et système, ok. Donc la XDG Base Directory, vous l'utilisez sans la connaître, parce que souvent elle est utilisée côté root, c'est-à-dire c'est les user local lib, user local share et tout ça. Tout ça, c'est la XDG Base Directory. Et il y a une version côté home, côté user, qui est ici, donc que vous utilisez certainement si vous utilisez Ubuntu. C'est pour ça que vous avez des dossiers .config pléthoriques, .cache ou .local share pléthoriques. C'est la XDG Base Directory. Et donc, moi, dans l'objectif de standardiser mes répertoires pour que ça soit facile à retrouver pour ceux qui veulent utiliser les conteneurs, on va se baser sur cette syntaxe. Voilà. Alors, on va d'abord coder le rôle en cible conteneur. Ce rôle aura la charge de faire toutes les tâches nécessaires à la création d'un conteneur avec en cible donc c'est lui qui installe l'entry point ou les dossiers selon, par exemple, la XDG base directory spec. Voilà. Donc là, ce que je cherche, c'est est-ce qu'ils ont prévu un cas pour les binaires? Pour voir, parce que je mets dans /bin. Il y a un point local bin qui pointe là, ça peut être pas mal. Ah, lui, il fait tout venir dans le point local, mais c'est une suggestion. Et donc la question, c'est savoir si ça a été achevé.
c'est possible que .local/bin commence à être standardisé, et donc on mettrait tout dans .local/bin. C'est passionnant, hein, c'est intéressant. Hein. Tiens, il pose la question exacte. This is the way. Ah, si on va suivre le Mandalorien alors. Hein. .local/bin, hein. J'ai envie de me faire casser la gueule. Donc on va suivre le Mandalorien. On va aller sur .local/bin alors. Mesdames et messieurs, nous allons modifier donc le répertoire des binaires en .local/bin. Ce qui veut dire que côté binaries ici, on va le modifier aussi. Pour être compliant, pour correspondre à la nouvelle norme qui est en train de surgir petit à petit. .local/bin. Voilà, ça va être mieux. Ok. Du coup, côté molécule, il va falloir que je modifie les tests en fonction de ça. Donc c'est l'envpass, c'est homebinaries.local/bin. Très bien. Allez, revenons-en à nos moutons. Donc, binaries, on a fait les modifs. Usermod.local/bin. Et donc ça met en place notre point d'entrée. Le user en question, c'est copaintuser. Voilà. With items. Copaint entry point. Conteneur entry point. En fait, ce qu'on va faire, au lieu de faire une boucle, parce qu'il n'y en a qu'un d'entry point, on va lui faire plus grand que... C'est lens plus grand que 0, je crois. C'est-à-dire vérifier si on met un entry point ou pas, parce qu'on peut avoir des cas particuliers, on ne met pas d'entry point. Alors, c'est... Voilà, lens plus grand que 0. C'est ça. Donc, je vais vous expliquer. Hop. On enlève le with item. Et... Ah oui, c'est... Hop. Donc, l'idée là, c'est de mettre ou non l'entry point
du conteneur, c'est-à-dire en fait le process, quoi, l'appel au process. Il y a des cas particuliers où on ne met pas d'entry point. Par exemple, un conteneur de dev, on ne démarre pas de process. On lui met un slip infini et puis on fait code dedans. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce check-là, qui vérifie qu'on ait bien un fichier entry point à mettre. Si on a un fichier entry point à mettre, alors on va chercher sa source donc dans le dossier template et son nom dans le dossier template et sa destination, donc son nom binaire. On met tout ça dans le home.local/bin et on lui affecte l'owner et le groupe de l'utilisateur et on lui met le mode le plus réduit possible, c'est-à-dire 0.500, qui sont la lecture nécessaire et l'exécution. Juste pour l'utilisateur. Voilà. Et donc ça s'appelle Enable Entry Point. Et si on regarde en post, ah, il n'y a pas l'entry point affiché ici. Bon, on verra, on restructurera ce post peut-être. Alors, on va faire la même chose, mais côté root mode maintenant. Alors, in user mode, voilà. Dans les variables par défaut, on sait tout du conteneur, copain de conteneur quelque chose, c'est bien. Copain temps cible et copain Python. Ok, parfait. Parfait. Donc, enable entry point in root mode. Donc là, c'est USR local bin. Le owner, c'est root. Et le groupe, c'est root. Et le mode, eh bien, ça peut pas être 0.500, c'est 0.555, je crois. Ouais, ça doit être l'intro. Ça doit être lecture-exécution pour tous. Voilà. Utilisez le root mode le moins possible. Alors, user mode, root mode. Donc dans user mode, maintenant, on va mettre le XDG base directory. Create XDG base directory spec structure. Voilà. Donc, ces files avec un path qui va être un item. On va essayer de le faire souple. Comme ça, si jamais vous voulez modifier la structure ou si, par exemple, demain, il y a une modification de la configuration de la XDG Base Directory et qu'on a un peu de retard pour la mettre en place, eh bien, vous pourrez le faire avec un jeu de variables sans rester coincé sur celle qu'on met en place. Alors, FilePy, pass, c'est un state directory. Voilà. Non, juste simplement directory, s'il te plaît. L'owner et le groupe, c'est les users. Donc en général, on les met au-dessus. Le mode, alors le mode là, parce que par exemple, .config, ça serait du 0400.
Point cache, c'est du 0,700. Et point user share, point local share, c'est du 0,700 aussi. Donc, le mode, on peut pas le fixer comme ça là. Sauf à mettre 0,700. Parce que de toute façon, les configs, il faut toujours les monter en lecture seule. Donc ça revient à du 0,400. Donc on va mettre 0,700. With items. Et les items en question, on va donc en faire une variable. Paint, conteneur, xdg base lire. Voilà. Paint avec un T, voilà. Donc, ça concerne toujours le home. Par contre, on ne peut pas tellement prédire à l'avance, suivant l'évolution de la norme, au-delà du home. Est-ce que ça sera tout dans point local ou est-ce qu'ils garderont des configs dans point config? Donc pour l'instant, on s'en tient à home. Bon, du coup, par défaut, qu'est-ce qu'on a actuellement? xdg base directory specification. Donc, on a actuellement le point config qui tient les configs. On a le point local share qui tient les données. Et on a le point local cache, je crois. On va revenir dessus. Ah, le point cache. Ouais, c'est le point cache directement. Qui contient le cache. Voilà. Et xdg runtime dir, c'est quoi sa valeur? Parce qu'il donne pas une valeur par défaut. Par exemple sur Ubuntu, parce que notre base c'est Ubuntu. Hein. Là, il n'y a pas de valeur dans la norme. Et une référence, mais ils n'ont pas affecté de valeur par défaut. Good default for xdg runtime dir. Bon, c'est un TMP et en conteneur, un TMP c'est un point de montage particulier, un TMPFS. Donc on va pas le noter. Par contre, je vais mettre en commentaire au-dessus. Donc le premier c'est xdg config home. Le deuxième c'est data et ensuite cache. Donc je vais inverser pour que si jamais vous cherchez et que vous tombez sur l'article, vous ayez dans le même sens que l'article. Donc xdg cache, il va aller au-dessus de data. Voilà. Et du coup, si on veut respecter ici, on va mettre cache au-dessus. Voilà. Bon, par contre, petite nuance, c'est que ces dossiers, on ne met pas directement dans le dossier.
Après, en général, on met le nom du process en sous-dossier avant de mettre ensuite les fichiers de config, le cache et les données. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que notre XDG base directory soit complète, il faut mettre un appel au projet. Voilà. Parce que le nom du process, c'est le nom du projet. Donc par exemple, si on fait un conteneur Gitty, là ça sera Gitty. Voilà. Et on va même aller un cran plus loin. Si on fait un conteneur Gitty, où en fait on en fait deux, un pour l'interface web et un pour l'interface SSH, il faut le noter aussi. Et donc ça, c'est pas conteneur project, mais si vous vous rappelez le stream de la semaine dernière, j'avais mis ça dans une autre variable que je vais essayer de vous retrouver. C'est dans build, voilà. J'avais mis ça dans conteneur name. Voilà. Mais est-ce que container name, c'est un beau nom? Est-ce que c'est explicite? Je suis pas sûr, hein. Faudrait me mettre conteneur process ou conteneur type. Je pense que conteneur type, c'est plus explicite. Ouais. Je pense que conteneur type, c'est plus explicite que conteneur name. Je sais pas ce que vous en pensez. En gros, si on reprend l'exemple de Gitty, là on aurait Gitty-SSH et Gitty-web. Donc copain de conteneur name, est-ce que ça vous parle si je dis que ça peut être SSH ou web? Non, c'est plutôt copain de conteneur type. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais... defaults, nul. Fin vide. Voilà. Je pense que c'est le type qui est web ou SSH. Oui, c'est la question. C'est-à-dire, la variable copain de conteneur project, ça serait Gitty. Et copain de conteneur type, ça serait web ou SSH. Parce qu'on aurait dans notre projet Gitty un conteneur qui s'appellerait Gitty-web et un autre qui s'appellerait Gitty-SSH. Gitty-web, il fournirait l'interface graphique web. Et Gitty-SSH, il fournirait le point d'accès SSH. Donc si on reprend les variables, le projet c'est Gitty, et le type, ça serait web ou SSH. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que c'est plus explicite que name, type. Ouais, ça va. Ok. Bah, très bien. Donc du coup, je vais le remplacer ici aussi. Donc là, ça sera copain de conteneur type. Type. Donc là, ici, ce truc, c'est la collection Ansible qui dépend de celle que je suis en train de développer, et donc qui en gros fait les conteneurs eux-mêmes. Donc on aura un conteneur Ansible, un conteneur Bats, un conteneur Cucumber, etc. Voilà. Ok. Et le premier appel... Ah ben Ansible, il n'a pas de type, donc c'est bon.
Alors, revenons ici. Component container type, on est content. Ça me paraît bon. Du coup, on va le reporter. Alors, il y a juste un truc qui m'embête, c'est le tiré médian ici. Parce que si là c'est nul, il n'y a plus le tiré médian. Enfin, il y a un tiré médian qui traîne pour rien. Est-ce qu'il y a un moyen en cible va if only? Cette variable ni if undefined. Ouais, c'est exactement ce que je veux. Un set fact? Peut-être. Ah oui. Le tirer là-bas, ouais, mais ça veut dire que le copain de conteneur type serait de type, non pas web, mais tiré web. Tu vois? Donc en fait, il faudrait qu'il y ait une condition qui dit si ça c'est vide, tu mets pas le tiré, et si c'est pas vide, tu mets le tiré. Et donc je pense que ça serait un truc de ce genre, tu vois. Separator. Tiré, pardon, if copain de conteneur type et non pas is defined, mais meilleur que ça, c'est length plus grand que 0. Tu vois? Un truc comme ça. Copaint, container, separator. Tu vois, je verrai un truc comme ça. Et après, je sais pas si ça passe, hein. On va voir au test, mais... Déjà, en longueur, je pense qu'YML va gueuler, mais on verra. Et il faut faire un else. Ben, on va faire un default. Donc le default, c'est que c'est vide. Voilà.
Bon, on a notre XDG base dir. On va commit pour pas perdre ça. Et la VOD, eh bien, la suite au prochain épisode. À tout de suite la VOD.